Je m'appelle Gisèle. J'ai 35 ans, et si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que ma vie, celle que je croyais si bien tracée, s'est effondrée comme un château de cartes sous le vent d'une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'est pas une histoire de conte de fées, même si, pendant longtemps, j'ai voulu y croire. C'est une histoire de secrets, de trahison, et d'un amour que je cherchais désespérément sans jamais vraiment le trouver. Mais commençons par le début, car pour comprendre comment tout a basculé, il faut que je vous emmène là où tout a commencé, dans une petite ville du sud de la France, où les traditions pèsent plus lourd que les rêves. Je suis née à Aix-en-Provence, dans une maison aux volets bleus, entourée d'oliviers et de champs de lavande. Ma famille, les Dubois, était ce qu'on appelle une famille respectable. Mon père, Bernard, était notaire, un homme austère, toujours vêtu d'un costume impeccable, qui parlait peu mais dont chaque mot semblait gravé dans le marbre. Ma mère, Colette, était l'âme de la maison, organisant des dîners où les notables de la ville se pressaient pour déguster ses plats et échanger des ragots polis. Et puis, il y avait mon frère aîné, Julien, de 5 ans mon aîné. Julien. Comment le décrire? Il était le soleil de notre famille, avec son sourire éclatant et ses yeux d'un bleu profond qui semblaient toujours cacher quelque chose. Enfant, nous étions inséparables. Il me racontait des histoires, me faisait rire aux éclats, mais en grandissant, une distance s'est installée entre nous. Il est parti à Paris pour ses études, et quand il revenait, c'était comme si un mur invisible s'était dressé entre nous. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai grandi dans l'ombre des attentes. Ma mère me répétait sans cesse, « Gisèle, une femme doit être pure, élégante, et trouver un bon mari. » La pureté, pour elle, c'était tout. À l'église, où nous allions tous les dimanches, on nous parlait de vertu, de sacrifice, et je l'ai cru. À 35 ans, j'étais toujours vierge, un choix qui n'en était pas vraiment un, mais plutôt une obéissance aux règles qui m'avaient été imposées. Je n'avais jamais eu de grand amour, pas même un flirt. Les garçons d'Aix me trouvaient jolie, je crois avec mes cheveux châtains et mes yeux noisettes, j'avais un charme discret, mais je n'osais pas m'aventurer au-delà des convenances. J'étais la fille sage, celle qui faisait toujours ce qu'on attendait d'elle. C'est dans ce contexte que j'ai rencontré Antoine. Il avait 45 ans, il était médecin, un homme respecté, avec des cheveux poivre et sel et un sourire qui semblait promettre la sécurité. Mes parents l'ont adoré dès le premier instant. C'était lors d'un dîner organisé par ma mère, un de ces événements où elle exhibait sa vaisselle en porcelaine et ses talents de cuisinière. Antoine était l'invité d'honneur, un ami d'un collègue de mon père, récemment installé à Aix après des années à Lyon. Il parlait avec aisance, racontait des anecdotes sur ses patients, et tout le monde buvait ses paroles. Moi, je l'observais, intrigué mais intimidé. Il était plus âgé, plus expérimenté, et pourtant, il m'a regardé ce soir-là comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Gisèle, vous êtes une jeune femme charmante, m'a-t-il dit en me tendant un verre de vin. Sa voix était douce, presque trop parfaite. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai rougi, baissé les yeux, et murmuré un « merci » timide. Ma mère, rayonnante, m'a lancé un regard qui disait « c'est lui, Gisèle. Ne laisse pas passer cette chance. » Les semaines qui ont suivi, Antoine est devenu une présence régulière. Il venait dîner à la maison, apportait des fleurs, discutait avec mon père de politique et de littérature. Il me courtisait avec une politesse irréprochable, mais il y avait quelque chose dans ses gestes, dans ses regards, qui me laissait perplexe. Ses sourires étaient parfaits, mais ses yeux semblaient toujours ailleurs, comme s'il jouait un rôle. Je me disais que c'était moi, que j'étais trop nerveuse, trop inexpérimentée pour comprendre un homme comme lui. Un soir, alors que nous marchions dans le jardin après le dîner, il m'a pris la main. Gisèle, je pense que nous pourrions être heureux ensemble, a-t-il dit, son ton aussi mesuré qu'une ordonnance médicale. Je ne suis plus tout jeune, mais je veux construire une vie stable, avec une femme comme vous. Mon cœur s'est emballé, non pas d'amour, mais d'une sorte d'espoir confus. Était-ce cela, l'amour? Je n'en savais rien. Mes parents étaient ravis, et leur approbation pesait plus lourd que mes doutes. Quelques mois plus tard, Antoine m'a demandé en mariage, à genoux, avec une bague en or ornée d'un petit diamant. J'ai dit oui, porté par l'élan de ma famille, par l'idée que c'était ce qu'il fallait faire. Julien, lui, était absent ce jour-là. Il était à Paris, comme souvent,
et quand je lui ai annoncé la nouvelle par téléphone, sa voix était étrangement froide. « Tu es sûre, Gisèle ?» m'a-t-il demandé. « Tu le connais à peine. »« C'est un bon parti, Julien », ai-je répondu, répétant les mots de ma mère. « Il est médecin, il est respecté. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Fais attention à toi », a-t-il fini par dire, avant de raccrocher. Je n'ai pas compris pourquoi il était si distant, pourquoi il ne partageait pas l'enthousiasme de nos parents. Julien avait toujours été comme ça, mystérieux, insaisissable, comme s'il portait un secret trop lourd pour le partager. Les préparatifs du mariage ont occupé les mois suivants. Ma mère était dans son élément, choisissant les fleurs, la robe, le menu. Moi, je me laissais porter, essayant de me convaincre que j'étais heureuse. La robe était magnifique, en dentelle blanche, avec un voile qui me donnait l'air d'une princesse. Les invités parlaient de nous comme d'un couple parfait, la jeune femme pure et le médecin accompli. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Antoine était attentionné, mais il ne me touchait presque pas. Pas un baiser, pas une étreinte. Il disait qu'il respectait ma chasteté, qu'il voulait attendre le mariage. Je trouvais cela noble, mais une part de moi se demandait s'il m'aimait vraiment. Et la veille du mariage, Julien est revenu à Aix. Il était plus mince, plus pâle que dans mon souvenir, et ses yeux évitaient les miens. Au dîner, il était assis en face d'Antoine, et j'ai remarqué une tension entre eux, des regards furtifs, des silences pesants. Quand ma mère a porté un toast à notre futur bonheur, Julien a levé son verre sans un mot, son visage fermé. J'ai voulu lui parler après le dîner, mais il s'est éclipsé, prétextant une fatigue du voyage. Il est juste jaloux, m'a dit ma mère en me voyant troublée. Il a toujours été possessif avec toi. Mais Antoine est l'homme qu'il te faut, Gisèle. Ne te laisse pas influencer. Le jour du mariage est arrivé comme un tourbillon. L'église était pleine, les fleurs embaumaient, et moi, dans ma robe blanche, je me sentais à la fois belle et étrangement détachée. Antoine, en costume noir, était impeccable, mais son sourire semblait mécanique. Quand nous avons échangé nos vœux, sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. J'ai mis cela sur le compte de l'émotion. Après tout, c'était un grand jour, n'est-ce pas? La réception a été un succès, du moins aux yeux des autres. Les invités dansaient, riaient, et mes parents rayonnaient de fierté. Julien, lui, est parti tôt, sans même me dire au revoir. J'ai ressenti une pointe de douleur, mais je l'ai chassé. C'était mon mariage, le début d'une nouvelle vie. Je voulais y croire. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel où nous passions notre première nuit avant de partir en lune de miel, Antoine m'a embrassé sur le front, comme on embrasse une enfant. « Repose-toi, Gisèle » m'a-t-il dit. « Demain, nous partons pour Santorin. Ce sera magnifique. » Je me suis couchée, seule dans le grand lit, en me disant que tout irait bien. Santorin serait notre nouveau départ, l'endroit où nous apprendrions à nous aimer. Mais au fond de moi, cette petite voix, celle que j'avais ignorée pendant des mois, continuait de murmurer « Et si tu te trompais ?» Le soleil de Santorin était éblouissant. Les maisons blanches aux toits bleus s'accrochaient aux falaises, comme des perles suspendues au-dessus de la mer Égée. J'avais vu des photos de cet endroit dans des magazines, et je m'étais imaginé que ce serait le décor parfait pour commencer une nouvelle vie avec Antoine. Une lune de miel, c'est censé être magique, n'est-ce pas? Un moment où deux âmes se découvrent, s'apprivoisent, s'aiment. Mais dès notre arrivée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Antoine était distant, presque mécanique. Il me souriait, me complimentait sur ma robe ou sur la façon dont le vent jouait dans mes cheveux, mais ses gestes manquaient de chaleur. Je me disais que c'était peut-être moi, que je ne savais pas comment être une épouse, que ma timidité, ma chasteté, le rendaient nerveux. Je voulais tellement croire que tout irait bien. Nous avions loué une petite villa perchée sur les hauteurs d'Oia, avec une vue imprenable sur le volcan et les eaux turquoises. La première journée a été un tourbillon de visites, les ruelles pavées, les églises au dôme bleu, les boutiques où je m'arrêtais pour admirer des bijoux en argent. Antoine était poli, il me tenait la main quand les touristes nous regardaient, mais ses yeux semblaient toujours ailleurs, fixés sur l'horizon ou sur son téléphone. « Travail », disait-il chaque fois qu'il tapait un message, un sourire crispé aux lèvres. Je hochais la tête, naïve,
convaincu qu'un médecin aussi important que lui devait être sollicité, même en lune de miel. Le troisième soir, tout a changé. Nous avions dîné dans un restaurant au bord de la caldeira, un endroit où les bougies vacillaient sous la brise marine et où le vin blanc pétillait dans nos verres. J'avais mis une robe légère, blanche, espérant capter son attention, espérant qu'il me verrait enfin comme une femme, pas seulement comme la jeune épouse sage qu'il avait épousée. Mais Antoine était ailleurs, absorbé par son téléphone. Il riait parfois, un rire discret, presque intime, en lisant ses messages. Un collègue, m'a-t-il dit quand j'ai osé demander. Rien d'important. Je me sentais invisible. Une boule se formait dans ma gorge, un mélange de frustration et de honte. Étais-je si peu désirable? Étais-je incapable de rendre mon mari heureux? Après le dîner, nous sommes rentrés à la villa en silence. Antoine s'est assis sur la terrasse, son téléphone à la main, tandis que je prenais une douche pour chasser mes pensées. C'est là, dans la salle de bain, que tout a basculé. Son téléphone était posé sur la table de chevet, oublié dans un moment d'inattention. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être la curiosité, peut-être l'instinct. Mes mains tremblaient quand je l'ai pris. L'écran s'est allumé, révélant une série de notifications. Des messages, des dizaines de messages, d'un contact nommé simplement J. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai hésité, me disant que je n'avais pas le droit, que c'était une violation de sa vie privée. Mais une voix en moi, plus forte que ma raison, m'a poussé à ouvrir. Ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Les messages étaient intimes, passionnés, écrits dans un langage que je n'avais jamais associé à Antoine. Je ne peux pas arrêter de penser à toi, disait l'un. Cette semaine sans toi est une torture, disait un autre. Et puis, celui qui m'a fait lâcher le téléphone, comme s'il m'avait brûlé les doigts, elle ne se doute de rien. Tout va bien. Mon monde s'est effondré. J'ai relu les messages, incapable de respirer, espérant avoir mal compris. Mais il n'y avait aucun doute. Les mots, les émojis, les allusions. C'était une conversation amoureuse, et le « J » ne pouvait être qu'une personne. Julien. Mon frère. Les pièces du puzzle se mettaient en place, cruelles, implacables. Les regards furtifs entre eux, la froideur de Julien lors du mariage, les absences d'Antoine, ses excuses constantes. Ils étaient amants. Depuis combien de temps? Des mois? Des années? Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, assise sur le bord du lit, le téléphone dans les mains. Mes larmes coulaient sans que je m'en rende compte, chaudes contre mes joues. La douleur était physique, comme un couteau planté dans ma poitrine. J'avais épousé un homme qui ne m'aimait pas, un homme qui aimait mon frère. Et Julien, mon propre frère, m'avait trahi. Comment avait-il pu? Comment avait-il pu me laisser marcher dans cette farce, me laisser croire en un avenir qui n'existait pas? Quand Antoine est rentré dans la chambre, il m'a vu avec son téléphone. Son visage s'est figé, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. « Gisèle, donne-moi ça », a-t-il dit, sa voix plus dure qu'à l'accoutumée. « C'est Julien, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré, ma voix tremblante mais pleine de colère. « Depuis combien de temps, Antoine ? Depuis combien de temps vous moquez-vous de moi ?» Il a hésité, puis s'est assis sur une chaise, loin de moi, comme s'il voulait mettre un mur entre nous. « Tu ne comprends pas, Gisèle, » a-t-il commencé, son ton redevenu calme, presque clinique. Ce mariage, c'était pour tout le monde. Pour toi, pour tes parents, pour moi. Je ne voulais pas te faire du mal. Du mal, ai-je crié, me levant d'un bond. Tu m'as brisé, Antoine. Et Julien. Mon propre frère. Comment avez-vous pu? Il a baissé les yeux, ses mains serrées l'une contre l'autre. Julien et moi. Ça dure depuis longtemps. Avant toi, avant tout ça. Mais nous ne pouvions pas. Les gens ne comprendraient pas. Ta famille, la société. Tu sais comment c'est, Gisèle. Je l'ai regardé, incrédule. Ils parlaient comme si c'était une évidence, comme si leur secret justifiait tout. Et moi, dans tout ça, ai-je demandé, ma voix brisée. J'étais quoi? Une couverture? Une façade pour cacher votre histoire? Il n'a pas répondu. Son silence était pire qu'un aveu. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Julien, sans réfléchir.
Il a décroché à la 3e sonnerie, sa voix endormie. Gisèle? Il est tard, qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Julien, ai-je dit, les mots s'échappant comme du venin. Toi et Antoine. Je sais tout. Comment as-tu pu me faire ça? Il y a eu un long silence, puis un soupir. Gisèle, Ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois, ai-je hurlé. J'ai lu les messages, Julien. Tu m'as laissé épouser un homme qui t'aime, toi. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça, a-t-il murmuré. Je vais t'expliquer, mais pas maintenant. Pas au téléphone. Non, ai-je coupé. Je ne veux plus rien entendre de toi. J'ai raccroché, les mains tremblantes, le cœur en miettes. Antoine me regardait, immobile, comme un spectateur devant une tragédie qu'il avait lui-même orchestrée. Que vas-tu faire, a-t-il demandé, sa voix presque inaudible. Je n'avais pas de réponse. Pas encore. Tout ce que je savais, c'est que ma vie, celle que j'avais imaginée, n'existait plus. J'étais seule, dans une villa paradisiaque, entourée de beauté, mais noyée dans une douleur que je n'avais jamais connue. Les jours suivants à Santorin ont été un cauchemar. Antoine dormait sur le canapé, et moi, je passais mes nuits à pleurer, à ressasser chaque moment du passé, cherchant des indices que j'aurais dû voir. Les fois où Julien évitait de parler d'Antoine, les dîners où ils échangeaient des regards que je prenais pour de la complicité amicale. J'avais été si naïve, si aveugle. J'y repensais à mon enfance, à Julien me protégeant des moqueries des autres enfants, à ses histoires pour m'endormir. Comment ce frère, que j'aimais tant, avait-il pu me trahir ainsi? Et Antoine, cet homme que j'avais cru bon, respectable, n'était qu'un acteur jouant un rôle pour sauver les apparences. J'étais en colère, mais surtout, j'étais brisée. Chaque regard sur la mer, chaque coucher de soleil, me rappelait que j'étais seule, prisonnière d'un mariage qui n'avait jamais été le mien. Quand nous sommes rentrés en France, j'ai pris une décision. Je n'allais pas parler, pas tout de suite. Pas à mes parents, pas à mes amis. La honte était trop grande, et la peur du scandale me paralysait. Mais je savais une chose, je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce mensonge. J'avais besoin de réponses, de comprendre pourquoi, comment, depuis quand. Et surtout, j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie. De retour à Aix-en-Provence, le silence était devenu mon refuge, mais aussi ma prison. Chaque matin, je me réveillais dans la maison que nous avions achetée pour notre nouvelle vie, un endroit qui aurait dû être un havre de paix mais qui me semblait désormais une cage. Antoine et moi vivions comme des étrangers sous le même toit. Il partait tôt pour l'hôpital, rentrait tard, et nos conversations se limitaient à des banalités polies. Tu as mangé? Il faut payer la facture d'électricité. Pas un mot sur Santorin, pas un mot sur Julien. Mais la vérité, cette vérité que j'avais découverte dans les messages, pesait sur moi comme une ombre. Je ne pouvais pas en parler, pas encore. La honte était trop grande. Que diraient mes parents, si pieux, si attachés aux apparences? Que diraient les voisins, les amis de l'église? J'étais paralysée, mais une colère sourde grandissait en moi, une colère qui me poussait à chercher des réponses. J'ai commencé par fouiller. Discrètement, méthodiquement. Je me sentais comme une intruse dans ma propre maison, mais je n'avais plus le choix. Un soir, alors qu'Antoine était à une conférence médicale, j'ai ouvert les tiroirs de son bureau. Des factures, des dossiers médicaux, des notes manuscrites. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que je tombe sur une enveloppe cachée sous une pile de documents. À l'intérieur, des lettres, jaunies par le temps, écrites d'une main que je reconnaissais immédiatement, celle de Julien. Mon cœur s'est serré. Les lettres dataient de plusieurs années, bien avant ma rencontre avec Antoine. Elles parlaient d'amour, de promesses, de rendez-vous secrets à Paris. Je t'attendrai toujours, écrivait Julien dans l'une d'elles. Peu importe ce que le monde pense. Je me suis assise, tremblante, les lettres éparpillées sur le bureau. Leur relation ne datait pas de quelques mois, mais d'années. Peut-être même d'une décennie. Comment avais-je pu être si aveugle? Je me souvenais des étés où Julien revenait d'un stage à Lyon, où Antoine travaillait à l'époque. Il parlait peu, mais ses yeux brillaient d'une étrange intensité. Était-ce là qu'ils s'étaient rencontrés? Était-ce là que tout avait commencé? Et pourquoi m'avaient-ils entraîné dans ce mensonge? Mais ce n'était pas tout. Dans l'enveloppe, il y avait aussi une photo.
Julien et Antoine, jeunes, riant, sur une plage quelque part. Derrière, une inscription, été 2008, Cassis. J'avais 16 ans à l'époque, et Julien était déjà à l'université. Il ne m'avait jamais parlé de ce voyage. Pourquoi? Pourquoi m'avait-il exclu de cette partie de sa vie? La découverte qui m'a le plus bouleversée, cependant, concernait l'héritage familial. Mes parents m'avaient toujours promis la maison de campagne de ma grand-mère, un mas provençal entouré de vignes, un lieu où j'avais passé tant d'été à rêver. C'était censé être mon cadeau de mariage, un symbole de mon nouveau départ avec Antoine. Mais en fouillant dans les papiers, j'ai trouvé un document notarié. La maison avait été transférée à Julien, sans explication, sans que personne ne m'en parle. La trahison était double. Non seulement Julien m'avait caché sa relation avec Antoine, mais il m'avait aussi volé cet héritage. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il autre chose, un secret plus sombre encore? J'ai décidé d'aller à Paris pour confronter Julien. Je ne pouvais plus attendre. J'ai pris le TGV un matin, sans prévenir Antoine. Le voyage était un brouillard d'émotions, colère, tristesse, peur. Paris était froid, gris, si différent de la chaleur d'Aix. Julien vivait dans un petit appartement du Marais, un endroit chic mais désordonné, rempli de livres et de souvenirs. Quand il m'a ouvert la porte, son visage s'est décomposé. « Gisèle? Qu'est-ce que tu fais ici? » « Il faut qu'on parle, ai-je dit, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. « De toi. D'Antoine. De tout. » Il m'a fait entrer, mais son silence était assourdissant. Nous nous sommes assis dans son salon, face à face, comme deux étrangers. J'ai sorti les lettres et la photo, les posant sur la table comme des preuves dans un tribunal. « Explique-moi, ai-je dit. Explique-moi pourquoi tu m'as laissé épouser un homme qui t'aime, toi. » Julien a détourné le regard, ses doigts jouant nerveusement avec un stylo. « Ce n'est pas si simple, Gisèle, a-t-il murmuré. Antoine et moi? C'était avant toi. Longtemps avant. Mais on ne pouvait pas être ensemble, pas vraiment. Pas avec la famille, pas avec, tout ça. Tout ça, ai-je crié. Tu parles de moi, Julien? De notre famille? Tu m'as laissé devenir une marionnette dans votre jeu. Il a secoué la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne voulais pas te faire de mal. Antoine m'a convaincu que ce mariage était la meilleure solution. Pour lui, pour moi, pour toi. Il disait que tu serais heureuse, que tu aurais une belle vie. Une belle vie, ai-je répété, incrédule. Tu crois que je suis heureuse, là, à vivre un mensonge? Et la maison, Julien? Pourquoi l'as-tu prise? Il a semblé surpris, comme si je venais de révéler un secret qu'il croyait caché. La maison. Ce n'était pas mon idée. Antoine a insisté. Il disait qu'on en avait besoin, pour un projet. Quel projet, ai-je demandé, ma voix tremblante de colère. Il n'a pas répondu. Il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre, tournant le dos comme pour échapper à mon regard. Tu ne comprends pas, Gisèle. Tu es trop naïve. Tu vis dans un monde où tout est blanc ou noir, mais la vie, ce n'est pas comme ça. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Naïve. C'était ainsi qu'il me voyait, comme une enfant incapable de comprendre. J'ai quitté son appartement sans un mot de plus, le cœur lourd, mais plus déterminé que jamais à découvrir la vérité. Dès au retour à Aix, les choses ont empiré. Antoine a senti que quelque chose avait changé en moi. Il devenait plus froid, plus calculateur. Un soir, alors que je rangeais des documents, il m'a surprise dans son bureau. « Tu fouilles dans mes affaires, maintenant, a-t-il dit, sa voix basse, menaçante. Fais attention, Gisèle. Il y a des choses que tu ne veux pas savoir. Comme quoi, ai-je rétorqué, trouvant un courage que je ne savais pas posséder. Comme ta relation avec Julien? Ou comme l'argent de ma famille que tu as détourné? Son visage s'est durci. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu continues, tu vas détruire plus que tu ne penses. Ta famille a des secrets, Gisèle. Des secrets que je peux révéler. Ces mots m'ont glacé. Des secrets? De quoi parlait-il? Mon père, avec ses airs sévères, avait-il caché quelque chose?
Ma mère, si parfaite, si pieuse, était-elle impliquée? Je ne pouvais pas le croire, mais le doute s'insinuait, comme un poison. En fouillant davantage, j'ai découvert des relevés bancaires. Des sommes importantes, issues de l'héritage familial, avaient été transférées sur un compte à Paris, au nom d'une société que je ne connaissais pas. Était-ce lié au projet dont parlait Julien? Était-ce pour cela qu'ils avaient pris la maison? Chaque découverte était une nouvelle blessure, mais aussi un pas vers la vérité. Je ne pouvais plus reculer. Les jours suivants, j'ai vécu dans une tension constante. Antoine me surveillait, et je sentais son regard peser sur moi, même quand il n'était pas là. Mes parents, eux, continuaient de vivre dans leur bulle, organisant des dîners où ils vantaient les mérites d'Antoine. « Quel homme merveilleux !» disait ma mère. « Tu as de la chance, Gisèle. » Chaque mot était une torture. Je voulais crier, leur dire la vérité, mais je n'y arrivais pas. Pas encore. Un soir, alors que je triais de vieilles photos dans la maison familiale, j'ai trouvé une boîte cachée dans le grenier. À l'intérieur, des documents, des contrats, des reçus, et une lettre d'Antoine à Julien, datée de l'année précédente. « Tout est prêt », écrivait-il. « Avec l'argent de la maison, nous pouvons commencer. » Elle ne se doutera de rien. Mon sang s'est glacé. Ils avaient tout planifié. Mon mariage, l'héritage, tout n'était qu'une machination. Je me suis senti plus seule que jamais. Mes parents, ma famille, tout ce en quoi j'avais cru s'effondrait. Mais au fond de moi, une force naissait. J'étais fatiguée d'être la victime, la naïve. J'allais découvrir la vérité, toute la vérité, même si cela devait me détruire. Les jours qui ont suivi ma découverte dans le grenier ont été un tourbillon de peur, de colère et d'une détermination que je ne me connaissais pas. La boîte que j'avais trouvée, ces contrats, ces reçus, cette lettre d'Antoine à Julien était comme une bombe à retardement. Chaque mot que j'avais lu confirmait l'ampleur de leur trahison. Mon mariage, l'héritage familial, tout n'était qu'un échafaudage de mensonges, construit pour servir un projet dont je ne comprenais pas encore les contours. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus me taire. La Gisèle naïve, celle qui se pliait aux attentes des autres, était en train de disparaître. À sa place naissait une femme prête à affronter la vérité, peu importe le coût. Le moment où tout a explosé est arrivé lors d'un dîner chez mes parents, un de ces repas guindés où ma mère déployait toute sa vaisselle en porcelaine pour impressionner les invités. Ce soir-là, il n'y avait que nous, mes parents, Antoine, Julien, qui était revenu d'un voyage à Paris, et moi. L'atmosphère était lourde, comme si chacun savait qu'un orage se préparait. Ma mère parlait des rénovations de la maison familiale, mon père hochait la tête, et Antoine, fidèle à lui-même, jouait le rôle du gendre parfait, racontant une anecdote sur un patient qu'il avait sauvé. Julien, lui, était silencieux, les yeux fixés sur son assiette, évitant mon regard. J'avais apporté la boîte du grenier, cachée dans un sac à mes pieds. Je ne savais pas encore si j'allais oser, mais la colère bouillonnait en moi, plus forte que la peur. Chaque sourire d'Antoine, chaque mot de ma mère sur notre couple idéal, était une insulte à la douleur que je portais depuis Santorin. Alors, au milieu du dessert, j'ai craqué. Ça suffit, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire, coupant court à la conversation. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'en ai assez des mensonges. Ma mère a froncé les sourcils, surprise. Gisèle, de quoi parles-tu? J'ai sorti la boîte et l'ai posée sur la table, renversant presque mon verre de vin. De ça, ai-je dit, ouvrant le couvercle pour révéler les documents, la lettre, les preuves. De l'héritage volé, de la maison que vous avez donnée à Julien sans me le dire. Et de ça, ai-je ajouté, jetant la photo d'Antoine et Julien sur la plage, datée de 2008. Ensemble. Depuis des années. Un silence glacial a envahi la pièce. Ma mère a porté une main à sa bouche, mon père s'est figé, et Julien a blêmi. Antoine, lui, a gardé son calme, mais ses yeux brillaient d'une colère contenue. Gisèle, tu ne sais pas ce que tu fais, a-t-il murmuré. Oh, je sais exactement ce que je fais, ai-je rétorqué, ma voix gagnant en force. Vous m'avez tous menti. Toi, Antoine, tu m'as épousé pour cacher ta relation avec Julien. Julien, tu m'as trahi, toi, mon frère, celui qui était censé me protéger. Et vous, papa, maman, vous saviez pour l'héritage, n'est-ce pas?
Vous saviez et vous m'avez laissé croire que tout était parfait. Ma mère a secoué la tête, les larmes aux yeux. Gisèle, comment oses-tu? Nous avons toujours voulu ton bonheur. Mon bonheur? Ai-je crié. Vous m'avez poussé dans un mariage sans amour. Et toi, Julien, explique-moi. Explique-moi pourquoi tu m'as laissé faire ça. Julien a enfin levé les yeux, son visage déformé par la culpabilité. Je ne voulais pas, Gisèle, a-t-il dit, sa voix brisée. J'ai essayé de te protéger, mais... Antoine m'a convaincu. Il disait que c'était la seule façon de garder notre secret, de protéger la famille. Et l'argent, c'était pour la clinique. La clinique, ai-je demandé, confuse. C'est alors qu'Antoine a pris la parole, sa voix froide, presque clinique. Tu veux tout savoir, Gisèle? Très bien. Julien et moi avons monté une clinique privée à Paris. Une clinique qui aide des gens comme nous, qui ne peuvent pas vivre leur vérité au grand jour. L'héritage, la maison, tout était pour financer ce projet. J'ai senti mon sang se glacer. Une clinique illégale, tu veux dire, ai-je murmuré, me souvenant des relevés bancaires suspects. Vous avez volé l'argent de ma famille pour ça? Ce n'est pas du vol, a rétorqué Antoine, son ton devenant tranchant. C'était une nécessité. Tu ne comprends pas, Gisèle. Tu as toujours vécu dans ton petit monde parfait, avec tes rêves de contes de fées. Mon père, jusque-là silencieux, a frappé la table du poing. Assez, a-t-il crié. Antoine, Julien, c'est vrai? Vous avez une relation? Julien a baissé la tête, incapable de répondre. Antoine, lui, a haussé les épaules, comme si tout cela n'avait plus d'importance. Oui, c'est vrai. Et si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous. Vous et vos attentes, votre obsession des apparences. Vous avez voulu un gendre parfait, eh bien, vous l'avez eu. Ma mère s'est effondrée en sanglots, et mon père s'est levé, rouge de colère. Sortez de ma maison, a-t-il dit à Antoine. Et toi, Julien? Comment as-tu pu? Le dîner s'est terminé dans le chaos. Julien est parti sans un mot, Antoine a suivi, me lançant un dernier regard glacial. J'étais restée là, entourée des débris de ma famille, mais étrangement, je me sentais plus forte. J'avais brisé le silence. J'avais fait tomber les masques. Résolution. Les semaines qui ont suivi ont été un combat. J'ai engagé un avocat, déterminé à demander le divorce. Antoine a d'abord essayé de me manipuler, me menaçant de révéler des secrets sur ma famille, une vieille dette de mon père, contractée pour sauver son cabinet de notaire, qu'Antoine avait découverte et utilisée comme levier. Mais je ne me laissais plus intimider. J'avais trouvé des preuves accablantes dans les documents, des transferts illégaux, des factures falsifiées, des preuves que la clinique d'Antoine opérait sans autorisation, offrant des traitements non réglementés à des patients vulnérables. J'ai contacté les autorités, anonymement d'abord, pour signaler la clinique. Une enquête a été ouverte, et Antoine a été arrêté peu après. Les journaux locaux ont parlé d'un « scandale médical » et son nom, autrefois synonyme de respect, était maintenant terni. Julien, déchiré par la culpabilité, a choisi de témoigner contre Antoine pour réduire sa propre responsabilité. Il m'a écrit une lettre, longue et désordonnée, où il s'excusait, expliquant qu'il avait été aveuglé par son amour pour Antoine, qu'il avait cru protéger la famille en gardant le silence. « Je t'aime, Gisèle », écrivait-il. « Je ne voulais pas te perdre. » Mais ces mots arrivaient trop tard. La fracture entre nous était trop profonde. L'héritage familial, ou ce qu'il en restait, m'a été restitué après un long combat juridique. Mais la maison de campagne, ce mas provençal que j'aimais tant, avait été vendue pour couvrir les dettes d'Antoine. J'ai décidé de donner ce qui restait de l'argent à une association caritative pour les femmes victimes de trahison et d'abus. C'était ma façon de clore ce chapitre, de me libérer du poids du passé. Un an plus tard, je me suis installée à Paris, loin d'Aix, loin des souvenirs qui me hantaient. J'ai trouvé un petit appartement dans le 11e arrondissement, un endroit simple mais lumineux, où j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai repris des études, un rêve que j'avais abandonné pour plaire à ma famille. Je me suis inscrite à des cours de littérature, et pour la première fois, j'ai senti que je vivais pour moi, pas pour les autres. Mes parents et moi avons repris contact, mais notre relation reste fragile.
Ils s'excusent, parfois, pour m'avoir poussé dans ce mariage, mais je sais qu'ils portent encore le poids de leurs propres erreurs. Julien, lui, est resté à Paris, mais nous ne nous parlons plus. J'ai appris par un ami commun qu'il avait quitté la ville pour un temps, peut-être pour se retrouver. Une part de moi espère qu'un jour, nous pourrons nous pardonner, mais ce jour n'est pas encore arrivé. En repensant à tout cela, je réalise que j'ai perdu beaucoup. Un mari, un frère, une famille telle que je l'imaginais. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, moi-même. J'ai appris que l'amour ne se force pas, qu'il ne se construit pas sur des mensonges ou des attentes. J'ai appris à écouter cette petite voix, celle que j'avais ignorée pendant si longtemps, et à me faire confiance. Aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Paris, sous les arbres qui dansent dans le vent, je me sens libre. Pas entière, pas encore, mais libre. Et pour la première fois, je crois en l'avenir.